gouvernement grec devrait démissionner dimanche en cas de victoire du oui au référendum. Le FMI estime ce soir que même en cas d'accord, la Grèce aura besoin d'au moins 50 milliards d'euros supplémentaires dans les années qui viennent. À Vienne, les négociations se poursuivent, mais sans avancée notable. L'accord reste toutefois possible, estiment les diplomates, avant la nouvelle date butoir du 7 juillet. En Égypte, état de guerre décrété dans le Sinaï où l'armée égyptienne pourchasse les djihadistes de l'État islamique. Des dizaines de victimes aujourd'hui encore. Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. À Vienne, les négociations sur le nucléaire iranien n'ont pas fait de percée notable aujourd'hui. Et pourtant, il semble bien que chacune des parties garde l'espoir d'aboutir à ce fameux accord. On va retrouver Léa Berdugo qui est sur place à Vienne. Bonsoir Léa. Alors, on va avec vous faire un nouveau point sur ces négociations. On est optimiste ce soir. Exactement. Alors selon les différentes déclarations de tous les ministres des Affaires étrangères qui se sont exprimés aujourd'hui, eh bien le ton est à l'optimisme effectivement. Nous avons eu la déclaration de la chef de la diplomatie Federica Mogherini qui a souligné de nombreux progrès qui ont été faits. Le ministre britannique des Affaires étrangères également a dit qu'il travaillait encore pour de nouveau faire progresser les négociations. Laurent Fabius également à son arrivée au Palais Cobourg a souligné les progrès qui ont été réalisés. Il a dit qu'il y avait encore du travail à effectuer sur certains points. Une déclaration qui a contrasté avec sa dernière déclaration faite il y a quelques dizaines de minutes maintenant. Effectivement, le ministre français des Affaires étrangères a rappelé la ligne dure de la France en disant qu'il espérait que oui, l'Iran aurait un programme nucléaire civil mais qu'il n'aurait pas accès à un programme militaire. Il a dit qu'il serait de retour dimanche pour peut-être trouver une solution définitive. Je vous propose de l'écouter. Nous voulons un accord, mais un accord qui soit robuste, qui permette, c'est normal, à l'Iran de développer le nucléaire civil, mais la bombe atomique, non. Et tout découle de cette affirmation qu'il faut faire entrer dans les faits. Il va y avoir encore du travail qui va être accompli par nos collaborateurs. Et j'ai prévu de revenir à Vienne dimanche soir. Et j'espère qu'à ce moment-là, nous serons en situation d'avancer pour peut-être, souhaitons-le, une solution définitive qui permettra un accord robuste. Merci. Voilà, donc si Laurent Fabius revient dimanche soir, donc à quelques heures, on va dire, de la nouvelle date butoir du 7 juillet, ça veut dire, Léa Berdugo, qu'on espère tenir ce délai et aboutir à un accord avant le 7 ? On espère tenir ce délai. Alors beaucoup de ministres vont quitter le Palais Cobourg aujourd'hui, comme Laurent Fabius actuellement. Mohammad Javad Zarif a démenti rejoindre Téhéran dès demain. Donc les experts continuent leur travail sur cet éventuel accord sur le nucléaire iranien. Il reste encore plusieurs jours pour travailler là-dessus et pour avoir un accord des différents ministres des Affaires étrangères. Nous verrons le 7 ou le 8 si cette date limite est tenue. Merci Léa Berdugo en direct donc de Vienne. On va maintenant revenir sur cette journée où finalement tout est question de point de vue dans ces négociations de Vienne. Il y a par exemple le ministre chinois qui affirme que l'accord est tout proche et d'autres qui se montrent beaucoup plus réservés. Myri Maman. Le ballet des berlines se poursuit à Vienne et avec lui les nombreuses déclarations. Les ministres des Affaires étrangères des grandes puissances sont optimistes, même si aucune percée n'a été enregistrée dans les négociations. Les discussions progressent, vous pourrez le constater dans les prochains jours. Les ministres viennent et partent pour ne surtout pas manquer une fenêtre d'opportunité dans les discussions. Mais ne vous méprenez pas, pour le moment nous ne sommes arrivés à aucune percée dans les négociations. Depuis samedi, les chefs de la diplomatie des grandes puissances et de l'Iran font des allers-retours dans la capitale autrichienne, à l'exception de l'Américain John Kerry qui est sur place en continu. Jeudi, le ministre iranien des Affaires étrangères a également décidé de rester à Vienne en permanence. L'intense activité diplomatique vise à dépasser les désaccords et les différents négociateurs espèrent trouver une solution avant la nouvelle échéance fixée au 7 juillet. Il y a des points qui ont progressé, d'autres pas encore.
et je vais travailler pour, j'espère, faire progresser la négociation. Ces tractations se déroulent au même moment que la visite du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran, un bon signe pour la chef de la diplomatie européenne. La nouvelle visite du directeur de l'AIEA est un bon signe. Nous avançons. Nous n'y sommes pas encore, mais nous avançons. Il s'agit du 4e déplacement de Yukiya Amano en Iran. L'AIEA sera appelée à jouer un rôle majeur en cas d'accord entre l'Iran et les grandes puissances. C'est à l'agence onusienne qu'il incombera de vérifier le respect des engagements pris par Téhéran. Alors, on va essayer de mieux comprendre les arcanes, ce que sont les arcanes de la diplomatie à Vienne. Bonsoir Emmanuel Navon, bonsoir. Professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant d'entendre que finalement, il n'y a pas beaucoup d'avancées, qu'on a encore beaucoup de choses à faire, mais que en même temps, on dit qu'on est proche de l'accord et qu'on va y arriver avant le 7, qui est lui aussi tout proche. Effectivement, c'est tout proche. Cela fait penser un peu à la méthode Coué, sans faire de comparaison, ce qui se passe également sur le dossier grec, cet écart énorme entre la réalité et les déclarations des diplomates. Mais sur le dossier iranien, ça bute essentiellement sur la question des inspections. Là-dessus, effectivement, les Iraniens refusent qu'il y ait des inspections complètement libres et ouvertes des pays occidentaux. Et là-dessus, les pays occidentaux, à juste titre, ne veulent pas transiger, parce que sans inspection libre, il n'y a aucune valeur à un tel accord, et c'est là-dessus que ça bute. Ouais. Alors il y aura sans doute là ce week-end de nouveaux balais diplomatiques, c'est-à-dire que peut-être que les Iraniens iront de nouveau à Téhéran. Pour l'instant, est-ce que vous avez l'impression que les Iraniens ont lâché quelque chose dans cette nouvelle négociation à Vienne ? Non, clairement non, de la même manière qu'ils n'ont rien lâché dans les précédentes négociations. Ces négociations, elles durent depuis longtemps, en coulisses depuis plusieurs années, officiellement depuis quelques mois. Et en réalité, les Iraniens négocient de façon très intelligente, à savoir qu'ils poussent les Occidentaux dans leur retranchement, ils les laissent négocier jusqu'à la date limite, et lorsqu'on arrive à la date limite, finalement, il faut comprendre que les Occidentaux ont besoin de cet accord plus que les Iraniens, eux, en ont besoin. Et dans ce jeu psychologique, ils arrivent à marquer des points beaucoup plus que les États-Unis. Parce que c'est vrai qu'en dépit du fait que les États-Unis, et c'est ça tout le paradoxe, ce sont les États-Unis qui sont en position de force. Mais ce sont eux qui veulent d'un accord plus que les Iraniens. En tout cas, c'est le message et c'est l'impression qu'ils donnent. Alors que les Iraniens, qui en réalité ont besoin de cet accord plus que les États-Unis, parce que c'est eux qui souffrent des sanctions, arrivent à faire sentir au monde et aux États-Unis qu'ils n'ont pas véritablement besoin de cet accord. Et dans ce jeu psychologique, effectivement, les Iraniens marquent plus de points que les États-Unis. Beaucoup de choses sont conditionnées quand même à la conclusion de cet accord. On a vu par exemple que le dossier israélo-palestinien, pour l'instant, était en sommeil parce qu'on veut à tout prix aboutir à cet accord avant le 7 juillet, puisque c'est la nouvelle date. Est-ce qu'on peut imaginer que rien ne soit fait le 7 juillet et qu'à ce moment-là, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va y avoir un séisme diplomatique si aucun accord n'est trouvé avec l'Iran? Encore une fois, pour reprendre l'exemple de la Grèce que j'ai évoqué tout à l'heure, on avait parlé également de séisme économique, d'explosion économique le 30 juin, et cette explosion n'a pas eu lieu. Si un accord n'est pas obtenu, on peut compter sur les diplomates pour qu'ils étendent la date butoir, la deadline, pour encore quelques jours. Et ça avait été le cas d'ailleurs, je vous le rappelle, pour l'accord cadre. L'accord cadre, on est arrivé vraiment à la dernière minute à une espèce d'accord général avec des déclarations contradictoires des deux côtés. Je pense que si le 7 juillet, il n'y a pas d'accord signé, on peut compter sur les diplomates pour parler encore d'une extension, d'une nouvelle deadline, ou en tout cas d'un accord général. Mais la véritable question qui se posera, au-delà de la date butoir, c'est la question, encore une fois, des inspections. Est-ce que oui ou non, l'Iran acceptera de signer un accord dans lequel il y aura des inspections complètement libres et ouvertes? Personnellement, j'en doute, mais on le saura le 7 juillet. Merci Emmanuel Navon, professeur donc de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Jean-Marie Le Pen s'accroche à son siège de président d'honneur du FN. Il a obtenu aujourd'hui le soutien de la justice. Le tribunal de Nanterre a en effet annulé la décision de le suspendre de toute fonction au Front National pour vice de forme. Mais le FN a immédiatement fait appel. Julia Ganancia. La saga familiale n'en finit plus de rebondir. La justice française donne raison à Jean-Marie Le Pen. Le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré nulle et de nul effet la délibération du bureau exécutif du FN du 4 mai par laquelle le parti avait suspendu son cofondateur en tant qu'adhérent. Elle demande même que Jean-Marie Le Pen retrouve son statut d'adhérent au parti. Poussé sur la touche après ses déclarations négationnistes du mois d'avril, Jean-Marie Le Pen contestait la légalité de sa suspension. Pointant un vice dans la procédure, la justice
permet ainsi au fondateur du Front National de recouvrer ses fonctions de président d'honneur et ses attributs dont il avait été privé depuis le 4 mai dernier. Le FN, dans un communiqué, prend acte de la décision mais la conteste et interjette appel. En attendant, la décision du TGI sonne donc comme une victoire pour Jean-Marie Le Pen. L'incroyable éviction dont j'ai été victime ayant été annulée, je souhaite maintenant que nous avancions plus vite vers l'union. Au travail. Reste que le retour de l'emblème de l'extrême droite française pourrait être de courte durée. Les nouveaux statuts du Front National que les adhérents sont appelés à voter jusqu'au 10 juillet prévoient la suppression pure et simple du statut de président d'honneur. Alors, comment réagit-on justement dans l'entourage de Marine Le Pen? Eh bien, c'est le député Gilbert Collard du Rassemblement Bleu Marine qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que c'est pour vous un désaveu de Marine Le Pen, du bureau du Front National, que cette victoire judiciaire de Jean-Marie Le Pen? Non, parce qu'il faut faire un peu de droit quand même, ce qui manque beaucoup dans la culture générale des journalistes français. La décision du juge des référés porte sur la forme, c'est-à-dire sur le respect formaliste des statuts. En aucun cas, elle ne porte sur le fond, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le juge ne dit pas « vous avez eu tort de déchoir Jean-Marie Le Pen pour les propos qu'il a tenus sur la Shoah, pour l'évocation du maréchal Pétain ». Non, le juge dit « vous n'avez pas respecté tel délai, telle formalité ». Donc c'est vraiment une affaire de pure forme et il suffirait de réunir un nouveau conseil politique ou de discipline pour prendre la même décision en respectant les points de forme pour qu'elle soit inattaquable. Voilà, on en fait une histoire complètement cinématographique alors que c'est une affaire de pure forme. Ouais, mais Jean-Marie Le Pen, lui, continue de crier à l'injustice, alors qu'on a l'impression que son sort est déjà réglé, puisqu'il va être sans doute exclu des statuts, puisque cette consultation qui a lieu. Pour vous, est-ce que c'est déjà un problème qui est réglé? Oui, bien sûr. Le débat, il est très simple. Seulement, l'envie de nous mettre en difficulté fait que les pires ennemis de Jean-Marie Le Pen d'hier deviennent ses meilleurs alliés aujourd'hui. C'est une question de fond. Est-ce qu'on est d'accord avec les propos qu'il a tenus sur la Shoah, sur le régime de Vichy? Oui ou non? Si on n'est pas d'accord, comme c'est notre cas, on procède à la sanction qu'on a prise. C'est une affaire de morale, c'est une affaire de fond. Et vouloir ramener Jean-Marie Le Pen, comme le font certains médias, dans le jeu, c'est pas très convenable, voilà. Un sondage montre que les militants du FN, à une très large majorité, approuvent son expulsion du mouvement aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous conforte? Oui, bien sûr, mais ça prouve que les années de ressassement d'un passé que nous condamnons, les militants ne veulent plus l'entendre. Bon, c'est simple. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus que... On se demande pourquoi, encore une fois, les journalistes qui ont tant critiqué Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, à chaque occasion, le ramènent dans le débat, dans la discussion, comme si les critiques qu'il faisait contre lui hier étaient de pure rhétorique, quoi. Bon, on en arrive presque à une question de déontologie journalistique, là. Merci. En tout cas, ce n'est pas nous qui avons pris la décision, hein, c'est le tribunal de Nanterre, je le précise. Merci Gilbert Collard. Oui, absolument. Non, mais on est d'accord. On est d'accord là-dessus, heureusement, du reste. Hein. Merci d'avoir été en direct et d'avoir réagi en direct, en tout cas député du Rassemblement Bleu Marine, donc à cette décision de justice. La Grèce, à présent, et le référendum prévu dimanche qui fait monter les enchères sur le sort du gouvernement de Tsipras. Sera-t-il contraint de démissionner en cas de victoire du oui? Un oui qui semble avoir les faveurs des sondages aujourd'hui. Joseph Emmanuel. Si le peuple grec dit oui, lui dira non et donc démissionnera. Le ministre des Finances de la Grèce a été on ne peut plus clair quand un journaliste lui demande « Si le oui l'emporte, lundi serez-vous toujours ministre des Finances ?» « Je ne le serai plus », répond de façon lapidaire Yanis Varoufakis. Le référendum de dimanche prochain crispe la population comme la classe politique. À l'instar de son Premier ministre, Varoufakis espère un non aux propositions de financement des créanciers de la Grèce. Un non permettrait à Athènes d'asseoir son argumentaire pour de prochaines négociations sur un nouveau plan d'aide.
Nous sommes prêts à des mesures strictes aussi longtemps que nécessaire, dans la mesure où la croissance de la Grèce fonctionnera et que la sortie de la Grèce de la zone euro ne soit plus une option. Ne pas sortir de la zone euro et renégocier un accord avec les créanciers, le désir d'un très jeune gouvernement grec qui a besoin d'un non du peuple au référendum de dimanche, mais les sondages donnent pour l'instant le oui largement vainqueur. La démocratie grecque est peut-être dans une mauvaise passe, mais n'en reste pas moins une démocratie. Le verdict du peuple sera donc respecté. Le gouvernement a laissé entendre qu'il pourrait démissionner en cas de victoire du oui. Mercredi, l'Eurogroupe avait décidé de stopper toute négociation avec Athènes jusqu'au résultat du référendum. L'Europe a donc pris au sérieux la menace de M. Tsipras, faisant ainsi peur à M. Tsipras. Face à cette prise de position extrême d'une Europe excédée, le Premier ministre grec a proposé de stopper le processus électoral en échange d'engagement des créanciers à renégocier la dette de la Grèce. Mais rien n'y fait, l'Europe est en colère contre le gouvernement grec. Et plus que de la colère, l'Europe est désormais dans cette négociation sans fin, en totale position de force. Alors on reparlera dans une vingtaine de minutes de cette nouvelle étude menée par le FMI et qui montre que les Grecs auront besoin, même en cas de nouvel accord avec l'Europe, d'encore plus d'argent. On parle d'environ 50 milliards d'euros dans les années qui viennent. Mais en attendant, que peuvent attendre les Grecs de ce référendum? Eux veulent la fin de l'austérité. Exemple dans cette petite localité proche d'Athènes, plongée dans la crise. Elsa Mourgue. Le cauchemar partout dans le pays. C'est le titre de cet article d'un journal grec. Le défaitisme est à son apogée en Grèce, comme ici dans la petite ville d'Elefsina, à 30 minutes d'Athènes. Autrefois, ville industrielle prospère. Aujourd'hui, un habitant sur 4 est au chômage. La plupart d'entre eux n'espèrent plus trouver travail et passent le temps en partie de bagamon dans ce café. La ville entière fonctionne au ralenti dans l'attente d'un changement. Le référendum du 5 juillet est pour certains le dernier espoir de mettre fin à l'austérité. Mais pourquoi voulez-vous qu'on vote? Quoi d'autre que le non? Non à cet accord, qu'est-ce que je pourrais voter d'autre? Est-ce que je pourrais voter oui? Et dire oui à encore plus de la même chose? Non, je ne peux pas accepter ça. Dans la ville portuaire, en 5 ans, des dizaines d'usines et entreprises ont fermé et des centaines de salariés n'ont pas reçu plusieurs de leurs salaires. Ils sont en train d'ériger un mur de désespoir devant nous. Ils veulent nous garder dans l'obscurité, mais nous voulons briser cela. Les choses peuvent être pires lundi après le référendum, nous le savons. Mais au moins, nous n'aurons plus peur et nous aurons une lueur d'espoir. Voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi je vais voter non. Les sondages donnent le non au référendum comme favori. Pour les Grecs, il s'agit de refuser les réformes d'austérité que les créanciers du pays veulent imposer. Sur Elefsina et dans tout le pays, flotte un sentiment de plus grand chose à offrir et surtout de plus rien à perdre. En Égypte, les opérations militaires continuent dans le Sinaï où le gouvernement a promis aujourd'hui d'éradiquer le terrorisme, allusion directe aux djihadistes de l'État islamique qui ont attaqué l'armée avec une force qui a surpris les observateurs. Maxime Pérez. Au lendemain des violents combats dans le Sinaï, les autorités égyptiennes tentent de faire façade. En plus d'affirmer qu'elles contrôlent toujours la partie nord de la péninsule, elles annoncent un bilan finalement revu à la baisse de 17 morts parmi les militaires. A l'inverse, les pertes djihadistes s'élèveraient à une centaine de combattants. Pour preuve, ces photographies de cadavres diffusées en boucle par la télévision égyptienne, des images supposées montrer que le terrorisme ne vaincra pas. Car au Caire, les proches du président Al-Sisi ne parlent plus d'opération, mais de guerre totale contre les djihadistes. Une guerre qui mobilise tous les moyens de l'armée égyptienne, blindés, forces spéciales, hélicoptères et même chasseurs-bombardiers F-16 qui ont multiplié les frappes contre des repères de l'État islamique. Ces dernières auraient fait encore près de 25 morts ces dernières heures. Mais le conflit menace désormais toute l'Égypte alors que les frères musulmans appellent à renverser le président Al-Sisi. Pour éviter que la situation n'empire et ajoute au chaos régional, la Ligue arabe a décidé de se réunir en urgence. Pendant ce temps, l'armée israélienne a renforcé son dispositif à la frontière avec l'Égypte. Elle redoute des attaques djihadistes, surtout après que ces derniers se soient emparés d'importantes quantités de munitions et même de blindés.
Alors justement, Israël et cette situation, on en parle avec vous, Dror Even-Sapir, bonsoir. Analyste politique. Il y a tout d'abord ces accusations très précises formulées ce soir par Israël et qui voient dans le Hamas un soutien dans les opérations menées par ces djihadistes. Accusations formulées en langue arabe par l'un des généraux israéliens, le général Yoav Mordechai. À la chaîne de télévision Al Jazeera, le général Mordechai accuse le Hamas Gaza d'avoir prêté main forte aux djihadistes du Sinaï en fournissant des armes aux djihadistes, en les entraînant, en leur fournissant également une aide logistique, donc des relations étroites, une aide précieuse pour ces djihadistes du Sinaï qui aurait été donnée par le Hamas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement le Hamas a besoin d'avoir un pied dans le Sinaï parce que c'est par le Sinaï que transitent les armes que lui-même reçoit. Et donc le Hamas a tout à fait intérêt à entretenir de bonnes relations avec les groupes djihadistes dans le Sinaï, ça c'est une chose. Mais on peut dire également que la direction politique du Hamas ne voit pas forcément d'un très bon œil ces relations entre la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza et les djihadistes du Sinaï. D'autant plus qu'on avait assisté ces dernières semaines à une tentative, à l'initiative des Saoudiens d'ailleurs, de rapprochement entre l'Égypte et le Hamas, et qu'aujourd'hui l'Égypte est en colère contre le Hamas dans la bande de Gaza, et donc ça pourrait se retourner contre la direction du Hamas qui a déjà de vrais problèmes dans la bande de Gaza elle-même, puisque le Hamas lui-même, et c'est là tout le paradoxe, est confronté à des groupes salafistes, djihadistes dans la bande de Gaza, et on a vu que ces groupes étaient parvenus à envoyer des missiles en territoire israélien, ce qui ne fait pas forcément dans l'état actuel des choses les affaires du Hamas. Alors voyons maintenant comment les Israéliens voient ce qui se passe dans le Sinaï à proprement parler. Est-ce que ça suscite de l'inquiétude? Oui, déjà les Israéliens ont fermé leurs frontières avec l'Égypte, ils ont renforcé leur dispositif militaire autour de la frontière égyptienne, donc c'est pas un hasard. Il y avait déjà eu il y a 3 ans un attentat commis par des djihadistes du Sinaï en territoire israélien, et bien évidemment les Israéliens ne veulent pas que ce genre de scénario se reproduise. Ça c'est pour tout à fait le court terme. Maintenant, si on élargit un petit peu la focale et qu'on s'intéresse à ce qui pourrait être les inquiétudes israéliennes sur le moyen, voire le long terme, une éventuelle déstabilisation de l'Égypte, bien évidemment, ne ferait pas les affaires des Israéliens, cela va sans dire. Les Israéliens redoutent que, en quelque sorte, eh bien, la rue égyptienne et les frères musulmans égyptiens et le Hamas également, eh bien, ne tombent dans les bras, en quelque sorte, des djihadistes, des salafistes. Les frères musulmans égyptiens, la direction des frères musulmans égyptiens croupit dans les geôles égyptiennes, mais les frères musulmans bénéficient encore d'un soutien populaire réel en Égypte, et la stratégie politique des frères musulmans ayant échoué, toutes ces masses égyptiennes acquises à la cause des frères musulmans pourraient peut-être adopter l'idéologie des salafistes et des djihadistes, et ça pourrait être potentiellement une situation dangereuse, explosive pour Israël. Deuxième motif d'inquiétude, là aussi sur le long terme, si les Égyptiens sont déstabilisés et si les djihadistes gagnent du terrain dans le Sinaï et en Égypte, eh bien cela pourrait peut-être inciter les djihadistes à faire de la cause palestinienne un véritable cri de ralliement en quelque sorte. Jusqu'à maintenant, les djihadistes du Daesh, on avait l'impression un peu que pour eux, la cause palestinienne était secondaire. Et dans le Sinaï, le principal objectif des djihadistes, c'est de déstabiliser, voire de renverser le régime du général Al-Sisi. Mais la déstabilisation du régime égyptien, c'est une cause essentielle pour les djihadistes, mais ce qu'ils veulent bien évidemment également, et ça aussi c'est un objectif important, eh bien, c'est de porter le fer en Israël et de tenter des tentatives d'attentats en Israël même. On l'a vu il y a 3 ans encore une fois, ça peut être aussi le cas en Cisjordanie, ça peut être aussi le cas depuis la bande de Gaza, et on l'a vu avec ces tirs de missiles, de manière à ce que la cause palestinienne étant capable d'enflammer les esprits et de recruter en quelque sorte des candidats au fondamentalisme musulman et au djihadisme. Par conséquent, on peut craindre, et les Israéliens craignent, que les djihadistes ne s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe dans le domaine des relations israélo-palestiniennes. Merci Dror Even-Sapir. Alors vous parliez de la Cisjordanie, justement, les services de sécurité israéliens ont acquis la certitude que c'est la même cellule terroriste qui a mené la série d'attaques meurtrières de ces derniers jours en Cisjordanie, cellule qui pourrait bien d'ailleurs être liée au Hamas. Maxime Pérez. Israël se refuse toujours à parler d'intifada. Pour l'armée et les forces de sécurité,
Les récentes attaques qui ont visé des habitants juifs en Cisjordanie correspondent à un simple enchaînement d'incidents. Pour autant, plus personne ne parle d'actions isolées. Les attentats sont l'œuvre de cellules parfaitement organisées. Si aucune arrestation n'a encore eu lieu, les services de sécurité intérieure du Shabak ont progressé dans leur enquête. Ils laissent entendre que c'est le même groupe qui a agi près de Dolev, Eli, Rachel Shvut, 3 implantations relativement proches les unes des autres. L'étau semble donc se resserrer et le déploiement d'une nouvelle brigade d'infanterie de l'armée israélienne vise autant à rassurer la population israélienne des territoires qu'à contenir d'autres attentats. Pour le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, c'est la branche du Hamas en Turquie qui alimenterait ce regain de tension. Des soupçons qui avaient déjà été évoqués il y a 1 an, après l'enlèvement de 3 adolescents israéliens dans le Gush Etzion. Décidé à ne pas laisser le mouvement islamiste s'implanter en Cisjordanie, l'armée avait arrêté mercredi nuit une 40aine de contrebandiers palestiniens dans la ville de Naplouse. Leur trafic d'or, via la frontière jordanienne, aurait permis le financement de plusieurs cellules terroristes. En Tunisie, la police a annoncé aujourd'hui l'arrestation d'une nouvelle vague de suspects liés à l'attentat sur des touristes à Sousse vendredi dernier. Julia Ganancien. Moins d'une semaine après l'attentat de Sousse, les interpellations se multiplient. 8 personnes, dont une femme en relation directe avec l'exécution de l'attentat, ont été arrêtées. Lors de la première conférence de presse sur l'enquête, le gouvernement révèle enfin certains éléments. Saifeddin Rezghi, l'auteur de l'attentat et étudiant de 23 ans, s'était formé au maniement des armes dans un camp en Libye, pays livré au chaos et séparé de la Tunisie par une frontière poreuse. Et il s'est avéré, d'après les investigations, que les unités de sécurité ont pu et sont arrivées à détruire et à découvrir le réseau qui est derrière cette opération. Actuellement, il y a 8 personnes qui sont arrêtées. Et ce n'est pas tout. D'un point de vue sécuritaire, plus d'1 millier d'agents armés sont désormais déployés pour sécuriser plages et sites touristiques tunisiens. Juste après l'attaque de Sousse, le gouvernement avait annoncé que la police touristique serait armée dans le cadre d'un plan exceptionnel. Sur la plage, les rares personnes présentes semblent rassurées. Les forces de sécurité sont présentes sur place. Elles patrouillent depuis ce matin, en mer, sur des quads, à cheval et même à pied. Ils marchent depuis ce matin. Ça n'est plus comme avant. Dorénavant, les forces de sécurité sont... Les touristes se sentent en sécurité. Au Royaume-Uni, l'attentat a provoqué une grande émotion. Les dépouilles de 8 touristes britanniques ont été rapatriées mercredi par un avion militaire. D'autres rapatriements sont prévus dans la semaine. Avec 30 morts parmi les 38 victimes, la Grande-Bretagne paye le plus lourd tribut dans cet attentat. Nous avons désormais identifié la totalité des 30 victimes britanniques et nous pouvons dire de manière quasi certaine que c'est le dernier bilan des victimes britanniques dans cet incident. Nous rapatrions les corps, 9 corps seront rapatriés en Grande-Bretagne aujourd'hui et d'autres vols de rapatriement sont prévus demain. Si les Britanniques ciblent déjà l'État islamique en Irak, Michael Fallon, le ministre britannique de la Défense, souhaite aller plus loin. Il a appelé ce jeudi les députés de la Chambre des communes à autoriser des frappes aériennes contre l'organisation État islamique en Syrie. Un éventuel vote ne devrait pas avoir lieu avant cet automne. On marque une pause, on se retrouve dans un instant pour parler notamment de la Grèce et de cette dette. A tout de suite. Le gouvernement grec pourrait bien démissionner dimanche en cas de victoire du oui au référendum. Le FMI a estimé, lui, ce soir, que même en cas d'accord, la Grèce aura encore besoin de près de 50 milliards d'euros dans les années qui viennent. À Vienne, les négociations se poursuivent, mais sans avancée notable. L'accord reste toutefois possible, estiment la plupart des diplomates, et avant la date butoir du 7 juillet. En Égypte, l'état de guerre a été décrété dans le Sinaï où l'armée égyptienne pourchasse les djihadistes de l'État islamique. Des dizaines de victimes encore aujourd'hui dans les combats. En pleine interrogation sur l'avenir de la Grèce, on va y revenir dans un instant, eh bien cette initiative qui prouve que la solidarité n'est pas toujours qu'une idée. Un Anglais a ainsi mis en ligne une cagnotte pour permettre de récolter l'argent nécessaire au paiement d'une partie de la dette grecque. Et ça marche plutôt bien. Ariane Ménage. J'ai décidé de sauver la Grèce et tout ce dont j'ai besoin, c'est que chaque citoyen européen achète une salade olive feta. C'est ce qu'écrivait fin juin Tom Finney sur son compte Twitter. Ce vendeur de chaussures londonien a monté un projet un peu fou, mais pourtant très sérieux.
L'idée, sauver la Grèce grâce à un site de crowdfunding, soit de financement participatif. Des cartes postales représentant Alexis Tsipras aux bouteilles d'ouzo. Toute une série de produits grecs sont proposés sur le site internet. Des cadeaux en échange d'un don entre 3 et 5 000 euros. Ceux qui souhaitent dépenser davantage sont bien sûr les bienvenus. En voyant les hommes politiques tourner en rond et s'exténuer à trouver une solution pour la Grèce, je me suis dit, je pense qu'il faut juste se lancer là-dedans et résoudre ce problème. Je pense que le peuple d'Europe peut résoudre cela plus rapidement que les dirigeants. La somme dont nous avons besoin est de 3,19 € par citoyen européen. Donc c'est un petit montant. Tom Finney en est convaincu, la solution à la crise grecque ne viendra pas de l'Eurogroupe. Son objectif, atteindre les 1,6 milliard d'euros que la Grèce devait rembourser au FMI. D'ailleurs, le Britannique a promis à celui qui ferait un don qui couvrirait la totalité de cette somme, de lui trouver une petite île grecque pour y passer ses vieux jours. La cagnotte est collectée grâce au site Indiegogo. La plateforme est ensuite chargée d'envoyer les produits par la poste à travers l'Europe. Le Britannique insiste, tous les produits vendus sont grecs et tous les bénéfices reviendront au peuple grec. Pour le moment, quelques 80 000 Européens ont participé pour un montant d'environ 1 400 000 €. Loin, bien loin de la dette des Hellènes, mais assez pour que le projet fasse parler de lui. L'idée, c'est aussi de montrer que les gens au Royaume-Uni et en Europe, en France par exemple ou en Allemagne, sont préoccupés par la Grèce, peut-être même plus que les hommes politiques. Tom Finney l'affirme, si son projet n'aboutit pas, tout l'argent des dons sera remboursé aux acheteurs. Certains chanceux pourront donc peut-être se faire rembourser leurs vacances en Grèce, cadeau contre un don de 5 000 €. Alors on va parler donc des aspects politiques et économiques de cette dette grecque. On reçoit Daniel Rouage, bonsoir. Vous êtes économiste, président de la Chambre de commerce Israël-France. Et puis Nadia Ellis, bonsoir, chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. Alors il y a ce référendum qui est organisé dimanche. On sait que la Grèce, c'est la patrie de la démocratie. Alors effectivement, très intéressant de voir comment les hommes politiques européens, les hommes et les femmes bien sûr, politiques européens, adressent cette histoire du référendum. Il n'y en a pas un qui n'a pas terminé sa phrase en disant « il faut attendre la réponse du peuple ce dimanche ». C'est cela le mécanisme de la démocratie. Alors c'est l'occasion de faire un peu d'ordre en ce qui concerne la démocratie, le référendum et quel est l'enjeu en fait d'un référendum. La démocratie, c'est un régime politique à la base, donc effectivement l'étymologie est grecque, un régime politique où le peuple est souverain. Mais la démocratie, c'est aussi, et c'est normalement à ça qu'on se réfère quand on parle de démocratie, c'est une forme de société qui a des certaines valeurs en fait, où il y a une forme d'égalité entre les gens, où on essaye en gros de protéger l'égalité et la liberté du peuple. Or, quand on dit ce dimanche, c'est le peuple qui va parler, c'est ça la démocratie, il faut se rappeler que le vouloir de la majorité, ce n'est pas un symptôme de démocratie, même le contraire, parce que la majorité des gens, malheureusement, a souvent des idées, des valeurs et des volontés qui vont à l'encontre des droits des minorités. Donc la démocratie en tant que système est censée protéger les droits des minorités tout en tenant compte effectivement du vouloir de la majorité. Or, quand on fait un référendum, on demande en fait à la majorité ce qu'ils pensent sur des questions sur lesquels le peuple n'est pas forcément expert. Et c'est le cas ce dimanche. Donc on va poser une question qui est très importante, qui a des enjeux extrêmement importants et graves pour le futur de la Grèce, mais aussi de l'Union européenne, à des gens qui n'ont pas forcément ni la connaissance, ni la préparation pour faire un choix pareil. Et on va effectivement s'adresser à ce que la majorité va choisir. Donc c'est ce qui va se passer après. On ne peut pas savoir si cette majorité va faire effectivement le bon choix. Et en tout cas, ça on peut le voir éventuellement après, les hommes politiques, ils n'essayent pas d'éduquer les gens, ils n'essayent pas de leur donner des arguments pour leur expliquer comment faire ce choix, mais plutôt ils jouent sur beaucoup d'autres aspects qui sont très émotionnels, très liés au pathos, pour essayer de les convaincre de voter oui ou non. Mais à aucun moment, ils essayent de leur expliquer quels sont vraiment les enjeux politique, économique et financier de cette histoire. Oui, c'est-à-dire que le gouvernement grec, par exemple, ça c'est étonnant quand même, c'est lui qui pose la question, mais il dit aux gens, il faudra voter non, et puis l'Europe veut que les Grecs votent oui. Oui, alors c'est très intéressant. Effectivement, il y a par exemple le ministre des Finances qui a fait une entrée sur son blog pour expliquer en 6 points pourquoi le peuple grec est censé voter pour le non. Alors sur ces 6 points, que je ne vais pas analyser tous évidemment,
il n'y en a pas un seul qui traite du côté vraiment économique de cette histoire. Mais je vous fais quelques exemples. Il y a d'autres points qui sont, par exemple, je cite, « Les créanciers de la Grèce refusent de réduire notre insoutenable dette publique et insistent sur le fait qu'elle devrait être réglée par les membres les plus faibles de notre société, leurs enfants et leurs petits-enfants. » Ça, c'est ce qu'on appelle un argument par la peur. C'est-à-dire, on essaye de faire peur, évidemment, aux gens en parlant de leurs enfants, leurs petits-enfants, alors que personne ne demande, évidemment, ni aux enfants ni aux petits-enfants, de la partie la plus faible de la société, d'adresser cette dette. Et puis, ça a un argument aussi ad misericordiam, ça s'appelle techniquement, c'est-à-dire on essaye d'éveiller la pitié du public. Mais alors, à quel moment ils sont censés comprendre pour quelles raisons il faut vraiment qu'ils votent oui ou non? Et un autre argument qui est assez exceptionnel, il dit, je cite de nouveau, « Et pour finir, l'avenir demande que les Grecs disent non dimanche, que nous restions dans la zone euro et qu'avec le pouvoir conféré par ce non, nous négocions la dette publique et distribuons le fardeau entre les possédants et les non-possédants. » Alors, parler de l'avenir qui demande, évidemment, c'est une absurdité, c'est ce qu'on appelle c'est une forme d'argument d'autorité, c'est-à-dire un avenir qui saurait déjà ce qui va se passer, demande au public aujourd'hui de voter non, ce qui est évidemment, encore une fois, une espèce de métaphore, mais qui va faire appel vraiment aux émotions et des gens. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est un argument qui s'appelle règle de justice, l'argument par règle de justice, c'est-à-dire on va distribuer le fardeau entre les riches et les pauvres, alors que, encore une fois, il n'explique pas pourquoi ce fardeau serait distribué, comment il serait distribué, qu'est-ce qui se passerait vraiment si les gens, en votant non, se positionnaient dans cette nouvelle démarche. Et surtout, il ne raconte pas ce qui se passe de cette négociation nouvelle qu'il assure en fait au peuple grec, alors qu'il n'y a aucune explication de facto de ce qui va se passer. Merci Nadia Lys pour cette analyse donc politique. Alors justement, Daniel Roache, on va parler de l'économie maintenant avec vous, mais un mot quand même. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis si les Grecs suivent leur gouvernement, votent non dimanche? Est-ce qu'on est là dans une crise, dans un inconnu, comme l'a dit aujourd'hui François Hollande? Non, on n'est pas vraiment dans un inconnu. On sait que la dette va être rediscutée, renégociée. Les Grecs, de manière très simple, recherchent des voies. Ils ont besoin de temps. Et ce référendum leur a permis, malgré tout, de gagner quelques jours, qui sont des heures qui sont absolument précieuses. Les Grecs connaissent le poids de la dette, parce que ça fait des années qu'ils ont entendu parler. C'est l'actualité permanente. En 10 jours, ils ont le temps de réfléchir. Ils savent très très bien qu'est-ce qui se passe dans leur propre pays. Ce qu'ils savent, dans leur pays, il y a des crapules. Mais on le voit très peu dans la presse actuellement. Et il y a 3 types de crapules. L'Église orthodoxe grecque est immensément riche. Elle ne paye pas d'impôts. Pourquoi ? On n'en parle plus depuis un certain temps. Deuxième point, les armateurs grecs sont immensément riches. C'est des fortunes colossales. Ils ne payent pas d'impôts. Troisième point, il y a le budget énorme de l'armée. On a l'impression que la Grèce, demain, va rentrer en guerre avec une guerre colossale. C'est un budget absolument énorme. Donc les Grecs... Que Tsipras ne veut pas réduire. Hein, oui, mais les Grecs de tous les jours savent très bien ce qui se passe dans leur propre pays. Ils évitent de trop être révolutionnaires. Dans n'importe quel pays, comme en France, si on était dans la même situation, les rues de Paris et toutes les grandes villes de France auraient été à feu et à sang, et on aurait déjà pillé les restaurants, on aurait pillé les grands magasins français. Les solutions existent. Il y a un homme qui est ressorti récemment, c'est DSK, l'ex-patron du FMI. Son analyse est simple comme bonjour. Il fait son mea culpa. Ce qu'il dit de manière très simple, il faut suspendre pendant un certain temps le remboursement de la dette. Les sommes sont colossales. La dette globale est 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Donc certains disent qu'ils ne pourront jamais la rembourser de toute façon. C'est simple, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un nettoyage de la dette. On va dire, voilà, on passe à l'as une partie et on va donner à la Grèce plus de chances de se reprendre. La croissance en Grèce aurait dû être de 2 à 3% en 2015. Elle est à 0%. La dette a absolument explosé. Donc, mettez-vous à la place du Premier ministre. Il encaisse des coups de tous les côtés. 2 femmes. C'est très intéressant de voir une alliance entre Merkel et Lagarde. C'est hallucinant. On aurait pu penser qu'elles sont un peu plus douces, au moins l'une des deux. Lagarde est absolument en train de pratiquer un harcèlement permanent en disant vous devez rembourser, rembourser. Rembourser avec des heures. On voit d'ailleurs les images d'Athènes en ce moment. Voilà. Avec et Madame Merkel, aujourd'hui, qui a une véritable
véritable puissance de frappe est en désaccord avec M. Hollande, Hollande veut être un tout petit peu plus soft vis-à-vis des Grecs. La réalité est là, les Grecs ne peuvent pas rembourser, la dette est absolument énorme. On a un Premier ministre qui hérite d'une situation absolument catastrophique. Et les Grecs, et c'est ça le plus important pour moi, les Grecs sont en train de souffrir comme c'est pas possible. Mais les Grecs ne sont pas des imbéciles aussi. Les Grecs ont prévu le coup depuis des mois et des mois, donc ils ne sont pas dans la misère la plus totale. Le Grec sauve celui qui n'a rien vu, qui n'a rien écouté, qui a rien... Il y a une solidarité nationale, il y a des échanges, les gens ont déjà stocké des marchandises, ils ont déjà stocké de l'argent, ils ont eu le temps de le faire, ils se sont organisés et ils utilisent également des nouvelles monnaies comme la monnaie digitale. Un de vos intervenants est venu ici parler du Bitcoin. L'évolution du Bitcoin est extraordinaire puisque c'est une monnaie digitale, on est à la maison, on n'a pas besoin de passer par la banque pour faire des transferts qui sont absolument sécurisés. C'est un élément fondamental de la donne. Donc aujourd'hui, le référendum, d'après moi, était une bonne idée. Moi, si j'étais grec, j'aurais dit non 3 fois, non, non et non. Et la raison est très simple, c'est qu'il faut laisser aux gens le choix de prendre leur destinée dans les mains. Je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup d'économistes le disent, et c'est des gens qui ont eu le prix Nobel. Donc M. Paul Krugman et Joseph Stiglitz ont donné leurs sentiments. Ce ne sont pas des gens qui sont n'importe qui, puisque Stiglitz était l'ancien patron de la Banque mondiale, le chief economist, donc c'est quand même un rôle fondamental au sein de la Banque mondiale. Et il dit, c'est aux Grecs de prendre leur destinée, d'assumer leur destin, de voter et de prendre à deux mains leur futur. Lorsqu'on a en face de soi une administration européenne qu'on voit à travers la télévision avec Madame Christine Lagarde, le regard dur, les yeux fermés, Madame Merkel avec des déclarations solennelles, c'est pas ça qui va rassurer les Grecs. Donc globalement, ils ont raison de dire non et ils vont dire non parce qu'ils ont raison de dire non. Et à ce moment-là, tout le monde sera pris devant ses responsabilités. Et qui a une part de responsabilité? C'est la banque Goldman Sachs à l'époque. C'est Goldman Sachs qui avait trafiqué les chiffres, qui avait l'expertise pour trafiquer les chiffres, qui a transformé des dettes qui étaient en d'autres monnaies en euros. Donc il y a des manipulations qui ont été faites. Heureusement, les Grecs, et il ne faut surtout pas sous-estimer les capacités des Grecs. D'abord, derrière eux, il y a des gens, et on les voit agir de manière extrêmement professionnelle, c'est la Banque Lazare. Ils ont derrière eux des financiers de premier ordre qui sont en train de leur dire « stop and go, stop and go ». On ne peut pas imaginer une seconde que ce Premier ministre qui a été nommé est un imbécile, quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Il a une certaine expérience, il dirige son pays, il a le droit d'exprimer les mots, les actions pour lesquelles il a été élu. C'est quelqu'un qui, en l'espace de 4-5 mois, ne va pas changer complètement son fusil d'épaule. Merci pour cette analyse, Daniel Roy. Je rappelle donc que vous êtes économiste. On verra ce qui se passe donc dimanche, maintenant, puisque cela approche l'heure de ce référendum. En Syrie, l'État islamique aurait détruit l'une des statues majeures du site archéologique de Palmyre. Il s'agit du lion d'Athéna. C'est en tout cas ce que rapportent plusieurs organisations qui observent de près ce qui se passe en Syrie. Et justement, l'État islamique qui a bâti son image de terreur grâce à ces vidéos d'exécution qui obéissent toujours à une mise en scène soignée, eh bien, se retrouve dans une version macabre de l'arroseur arrosé. Un groupe de rebelles syriens a en effet utilisé le même stratagème pour exécuter des combattants de l'EI. Cyril Amar. Même chant liturgique, même mise en scène, mais inversion des rôles. Hier bourreau, aujourd'hui condamné, 18 membres du groupe État islamique vont être exécutés d'une balle dans la tête. Un remake macabre des vidéos de Daesh, postées mercredi par Jaish al-Islam, l'armée de l'islam, l'un des plus puissants groupes de la rébellion syrienne. Sur cette vidéo, d'une vingtaine de minutes, les rebelles ont revêtu la tenue orange des condamnés de l'État islamique. Mains menottées, chevilles attachées à des bracelets métalliques reliés à un boulet en fonte. Les salafistes, eux, avancent péniblement avant d'être décagoulés, puis identifiés. Ils se confessent alors face caméra. Ils n'ont, disent-ils, jamais combattu les forces régulières de Bachar al-Assad. Une complicité fatale. Dans la vidéo, l'armée de l'islam déclare aussi que ces exécutions viennent en représailles à la décapitation d'au moins 3 de ses membres par l'État islamique lors d'une bataille en février dans la province de Damas. Un secteur largement dominé par Jaish al-Islam, une armée qui compterait quelques 18 000 combattants.
sous le commandement du très puissant Zaharan Alouche, le fils d'un érudit saoudien. En France, la prévention du djihad passe désormais par la mise en place d'un numéro de téléphone destiné aux familles en détresse face à la radicalisation d'un de leurs enfants. Exemple concret du fonctionnement de ce dispositif, c'est avec Ariane Ménage. Elle a longtemps hésité, mais il y a 1 an, Marie a composé le numéro vert de lutte contre la radicalisation. Depuis 2013, elle ne reconnaît plus sa petite fille de 23 ans. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est les sorties qui ne se faisaient plus, les vêtements qui avaient changé, la décoration de la chambre qui n'existait plus, les amis qui n'étaient plus les mêmes, et puis l'éloignement par rapport à la famille, elle ne venait plus. Et le voile. Alertée, la préfecture du Val-de-Marne l'a rapprochée de Michel Cherpillot. Son association accompagne notamment les familles du département confrontées à la radicalisation d'un proche. Elle lui a donné un conseil concernant sa petite fille. Ne pas la culpabiliser, ne pas lui dire qu'elle est rentrée dans un mouvement sectaire. Essayer de garder ce contact en lui parlant du passé, en lui parlant des choses agréables, en continuant à la voir le plus souvent possible. L'association Sophie suit une vingtaine de personnes dans le Val-de-Marne. Toutes ont dû s'armer de courage pour appeler le numéro vert. C'est extrêmement difficile parce qu'ils ont l'impression de commettre une délation. Je dénonce mon enfant à la police. Donc il faut qu'on leur explique que lorsque quelqu'un est en danger, il faut utiliser les outils qui peuvent les sauver. Depuis le lancement du numéro vert en avril 2014, plus de 4500 personnes ont été signalées via les préfectures ou la plateforme téléphonique. Alors, comment expliquer qu'elle n'ait pas empêché le passage à l'acte des frères Kouachi, Amédi Koulibaly ou de Yassine Sali, le terroriste de l'Isère? Si elle avait été faite très en amont, elle aurait pu détecter ces personnes qui sont passées à l'acte. C'est aussi ça l'enjeu, c'est de ne pas laisser les personnes s'inscrire durablement. Regardez les personnes qui sont passées à l'acte, ça fait 10 ans qu'elles y sont. En signalant la radicalisation de sa petite fille dès les premiers indices, Marie espère avoir tout fait pour qu'elle ne parte pas. La justice américaine a demandé aujourd'hui à la Suisse l'extradition des 7 membres de la FIFA interpellés lors du fameux scandale de corruption. Sepp Blatter, le président démissionnaire, n'est pas concerné par cette demande. François Hollande, lui, s'est rendu en Afrique aujourd'hui. Le Bénin, pays qu'il a cité en exemple pour sa démocratie sur le continent africain. Mais la visite du président français coïncide avec un nouveau scandale d'abus sexuels sur des enfants commis par des soldats français, cette fois au Burkina Faso. Ariane Ménage. Une visite éclair pour représenter les intérêts français en Afrique. Après le Bénin, François Hollande a pris en début d'après-midi la direction de l'Angola. Sa tournée se terminera demain avec le Cameroun. Aujourd'hui, le chef de l'État a discuté avec le président béninois Thomas Boni Yayi de la lutte contre le terrorisme. La France a pris sa responsabilité dans plusieurs occasions. J'ai évoqué le Mali, j'ai évoqué la Centrafrique, ce n'était pas de même nature. Pour ce qui concerne la lutte contre Boko Haram, nous sommes présents dans la région et nous pouvons apporter, quand nous sommes appelés, un certain nombre d'appuis logistiques, matériels, et nous le faisons. Au Cameroun et en Angola, les discussions risquent plutôt de tourner autour des intérêts économiques français. Et ce n'est pas un hasard, 50 dirigeants de grandes entreprises françaises accompagnent le président lors de sa visite. Mais François Hollande a aussi été interpellé sur un sujet qu'il aurait sans doute souhaité éviter. Aujourd'hui, 2 militaires français en mission au Burkina Faso ont été rapatriés à Paris et placés en garde à vue, soupçonnés de viol sur des enfants pendant leur mission. Cette fois-ci, les preuves sont accablantes. Les 2 soldats se sont filmés alors qu'ils abusaient d'une fillette de 5 ans. Ils ont ensuite oublié la caméra derrière eux. Ce sont les parents qui ont porté plainte après avoir visionné les images. Après la Centrafrique en 2014, c'est la 2e affaire de ce type impliquant l'armée française en Afrique. Le chef de l'État s'est exprimé sur la question. Il a qualifié l'affaire de fait divers grave et a déclaré qu'elle ne doit pas être mise en rapport avec tout ce qui s'est passé en Centrafrique. 2 scandales qui ternissent l'image de l'armée française et sa présence sur le continent africain.
Alors à l'heure où l'on parle beaucoup de ces migrants qui arrivent par milliers en Europe, eh bien c'est un rapport de l'OCDE qui fait le point aujourd'hui sur l'intégration des migrants dans les pays qui les accueillent, et principalement évidemment ceux de l'OCDE et de l'Union européenne. Plusieurs idées reçues sont ainsi battues en brèche. 115 millions d'immigrés vivent actuellement dans les pays de l'OCDE et ce n'est pas dans les pays où il y a le plus d'immigrés que les problèmes d'intégration sont les plus forts. On va en parler avec Thomas Liebig, qui est l'un des auteurs de ce rapport. Bonsoir. Bonsoir. Donc ça, c'est une des données principales de votre rapport. C'est pas parce qu'on accueille dans un pays beaucoup de migrants qu'il va y avoir forcément plus de problèmes que dans un pays où il y en a moins. Non, en fait, souvent c'est même le contraire. Le pays qui accueille beaucoup de migrants, et notamment beaucoup de migrants récents, comme le Canada, l'Australie, mais aussi des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, c'est là où les résultats sont meilleurs que dans les pays qui en accueillent relativement peu. Alors c'est le cas justement de la France qui accueille beaucoup de migrants et qui semble avoir, c'est votre rapport qui le dit en tout cas, beaucoup d'efforts à faire en matière d'intégration. Il y a beaucoup de problèmes en France ? Bon, la France accueille relativement peu d'immigrés en comparaison internationale. La migration en France, elle est assez vieille. C'est des personnes qui sont, la plupart des immigrés sont là depuis de très, très nombreuses années. Ce qui est vrai est que l'intégration en France, notamment de primo-arrivants, elle marche pas particulièrement bien. Le taux d'emploi sont assez faibles pour les primo-arrivants. Et malgré le fait qu'ils beaucoup parlent français entre eux, et on constate aussi qu'il y a encore de majeurs défis pour l'intégration de jeunes issus d'immigration, malgré le fait qu'ils sont déjà nés dans le pays. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Qu'il y a de la discrimination justement qui vient toucher ces populations issues de l'immigration? Bon, la discrimination, ça peut être un de plusieurs facteurs. On ne sait pas quel est le pourcentage de l'écart qu'on observe en termes de taux d'emploi notamment, et les autres indicateurs est dû à la discrimination. Il y a bien des autres facteurs aussi qu'il faut prendre en compte. Par exemple, le niveau d'éducation souvent faible. Il n'y a pas énormément de mobilité intergénérationnelle. Les parents sont peu éduqués, donc les enfants aussi sont souvent assez peu éduqués. Donc, ils ont plus de difficultés à s'intégrer dans un contexte où le marché du travail est assez défavorable pour les jeunes en général, et encore plus pour les jeunes issus d'immigration qui ont pas forcément les réseaux et aussi pas forcément les connaissances, comment se vendre par exemple dans un entretien de recrutement. Ça, c'est un facteur aussi assez important. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que votre rapport note finalement que les parents qui ne sont pas nés en France se sentent moins finalement en difficulté d'intégration que ces jeunes qui eux sont nés en France mais qui sont issus de l'immigration. Ça, c'est un constat qu'on fait vraiment, qui est particulier aux pays européens de l'OCDE, qu'on ne constate pas ailleurs, et qui est assez marqué aussi, notamment en France, que les jeunes issus d'immigration, donc la soi-disant deuxième génération, qui sont nés dans le pays, se sont plus discriminés que leurs parents. Donc c'est un facteur important pour la cohésion sociale de prendre des mesures contre cela, parce que ces jeunes-là, ils acceptent plus d'avoir pas la même chance que leurs parents. Les parents qui sont immigrés eux-mêmes, souvent ils acceptent de piètres conditions de travail, qu'ils ont des difficultés, mais les jeunes qui sont nés dans le pays et éduqués dans le pays, ils ont plus de revendications à ce sujet. Ouais, donc ça, c'est un risque social important d'instabilité ? Bien sûr, si vous voyez qu'il y a 1 sur 4 environ qui se sentent discriminés parmi les jeunes issus d'immigration, ça c'est un facteur bien sûr de prendre en compte. Merci Thomas Liebig. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur, un des auteurs de ce rapport de l'OCDE publié aujourd'hui. C'est un livre d'ailleurs que l'on peut trouver donc aux éditions de l'OCDE sur l'intégration des migrants. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. Au revoir. En Afghanistan, émotion après le verdict d'une cour d'appel qui a annulé la condamnation à mort de 4 hommes qui avaient lynché une jeune femme injustement accusée d'avoir brûlé le Coran. Affaire qui avait provoqué une vague d'indignation à l'étranger également. Joseph Emmanuel. Une peine de mort annulée pour les meurtriers d'une jeune femme. Le crime pour lequel ils ont été condamnés avait pourtant ému une partie de l'Afghanistan. Nous sommes il y a 4 mois. Ces hommes lynchent à mort Fakunda, une jeune femme de 27 ans qu'ils accusent d'avoir brûlé un Coran. Mais plus que la mise à mort, c'est la façon dont la jeune femme a été tuée qui choque alors le pays. Lapidée, écrasée par une voiture, brûlée puis jetée dans une rivière par une foule en colère, un acte barbare, comme celui dont était victime Mumtaz il y a quelques mois,
Elle refuse une proposition de mariage. L'homme en colère asperge alors son visage d'acide. Je blâme le gouvernement parce que lorsque de tels incidents arrivent à des femmes, le gouvernement ne prend pas ça au sérieux. Ce mercredi, la cour d'appel de Kaboul a annulé la peine capitale par pendaison des 4 criminels, une peine pourtant prononcée à l'unanimité en première instance. Les hommes iront simplement en prison. L'un des condamnés graciés est un mollah autoproclamé. L'homme serait à l'origine du déchaînement de violence contre Fakunda. Mais une autre version désigne le gardien de la mosquée comme l'homme qui aurait incité la foule à lyncher la jeune femme. Il a pour sa part été acquitté. Une décision révoltante pour les militantes afghanes des droits de l'homme. Elles affirment que Fakunda a été tuée parce qu'elle était une femme. La famille exprime aujourd'hui sa colère et voit en cette cour un show. Elle refuse cette décision. Mais selon des associations sur place, la révolte de la famille risque de sombrer dans l'oubli. Beaucoup considèrent que l'oppression des femmes en Afghanistan n'est pas du seul fait des talibans, mais le fait du pays tout entier. Fausse alerte à Washington cet après-midi, un appel signalant à la police la présence de 2 hommes armés dans les locaux de la marine militaire américaine. On fait souffler un vrai vent de panique, mobilisation très forte, vous le voyez sur ces images de la police et des forces spéciales, mais qu'il faut se souvenir que c'est là qu'en 2013, un tireur avait abattu 12 personnes. D'où donc l'affolement général, mais finalement donc rien à signaler. Il s'agit, semble-t-il, d'un appel sans fondement, puisqu'aucun coup de feu ni aucun suspect n'a été signalé à l'intérieur donc du siège de la marine. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour évoquer la démographie de la population juive dans le monde. Est-on revenu au même nombre de juifs dans le monde qu'avant la Shoah? Il y a discussion sur ce sujet. Dans un instant, nouveau journal avec Elsa Mimoun. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct et on va s'intéresser à présent à la mémoire de celui qui était surnommé le Schindler britannique. Nicholas Winton est décédé hier, il était âgé de 106 ans et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui a rendu ce matin un hommage appuyé. Il faut dire que cet homme avait réussi à sauver des centaines d'enfants juifs juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale alors qu'il était en poste en Tchéquie. Joseph Emmanuel. Celui qu'on appelle le Schindler anglais est mort ce mercredi. Nicholas Winton, une longue vie de 106 ans, mais surtout une vie pleine de sens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce Britannique a sauvé d'une mort certaine 669 enfants juifs, pour la plupart tchèques et slovaques. Le Premier ministre britannique a rendu hommage à cet homme anobli en 2002 pour ses actes de bravoure. Le monde a perdu un grand homme. Nous ne devons jamais oublier l'humanité dont a fait preuve Sir Nicholas Winton en sauvant tant d'enfants de la Shoah. En 1938, Nicholas Winton est employé de la bourse à Londres. Sur l'invitation d'un ami, il se rend à l'ambassade britannique de Prague. La Tchécoslovaquie est alors sous la botte des nazis. De nombreux camps de réfugiés sont mis en place et l'ami de Nicolas lui demande de l'aider. Winton ouvre alors un bureau dans un hôtel de Prague où il reçoit des parents juifs pressés de mettre leurs enfants à l'abri des Allemands. L'urgence est de trouver pour chaque enfant une famille d'adoption, lui verser une caution et récolter les fonds pour le transport. Entre mars et août 1939, le Britannique réussit ainsi à évacuer vers son pays natal 8 trains remplis d'enfants. Une organisation titanesque que Winton met en place pratiquement seul. L'homme a toujours estimé n'avoir rien fait d'exceptionnel. C'est sa femme qui découvrira par hasard, près d'un demi-siècle plus tard, le geste héroïque de son mari. Elle retrouve une vieille sacoche enfouie au grenier. À l'intérieur, une liste, des centaines de noms d'enfants et les lettres de leurs parents. Alors on parlait de la Shoah à l'instant et justement une étude publiée par l'Institut pour la politique du peuple juif basé à Jérusalem fait beaucoup parler depuis quelques jours. Il y a eu beaucoup d'articles notamment dans la presse israélienne. Elle affirme en effet qu'on est
revenus au même nombre de juifs dans le monde qu'avant la Shoah, c'est-à-dire avant la guerre, notamment de 39-45 et la disparition de 6 millions de juifs, principalement en Europe. Alors, que faut-il penser de cette étude? Est-elle fiable? On va en parler justement avec le démographe Sergio Della Pergola qui est en direct avec nous depuis Jérusalem. Bonsoir à vous, Sergio Della Pergola. Bonsoir. Alors, il y aurait donc aujourd'hui environ 14 millions de juifs dans le monde, 16 millions si on prend d'autres critères moins religieux, d'après cette étude. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation qu'on est revenu au niveau d'avant la Shoah? Non, malheureusement pas du tout. Comme vous le dites, il y a environ 14 millions et 300 000 juifs au monde, desquels 6 millions et 200 000 dans l'État d'Israël. Et avant la Shoah, il y en avait, selon les estimations plus confiables, 16 millions et demi, entre 16 et 17 millions. Donc on est assez loin du niveau de la population juive avant la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, la frontière identitaire est nettement plus souple et moins définie. Et donc, alentour des 14 millions et 300 000, il y a des millions de personnes qui sont d'origine juive, mais qui ne se considèrent pas juifs, ou pas du tout, ou partiellement comme tels. Et même du point de vue de l'État d'Israël, la loi du retour admet avec ses bras ouverts des personnes qui ne sont pas juifs, ils sont des enfants, des petits-enfants de juifs et leurs époux respectifs. Et donc ils sont des citoyens israéliens, mais néanmoins ils ne se définissent pas ou ne sont pas définis par les autorités rabbiniques israéliennes comme juifs. Donc il faut faire une distinction, à mon avis, entre la population juive proprement dite, donc c'est 14 millions plus de personnes, et puis des cercles de personnes d'origine juive qui ont eu un grand-père, une grand-mère, ou même un père et une mère juifs, mais qui ne sont pas à l'état actuel. Et ceci est surtout le produit de l'assimilation qui galope à l'état courant dans les pays européens, mais surtout aux États-Unis. La différence la plus imposante, elle se trouve aux États-Unis. Ouais, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a plus de gens aujourd'hui qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils ne le disaient pas il y a quelques années, mais qui aujourd'hui l'affirment. Non, ce n'est pas peut-être le phénomène principal. Le phénomène principal, ce sont ceux qui n'ont plus aucun contact, aucun lien avec une communauté juive, qui ne s'intéressent pas à l'éducation juive, qui ne connaissent pas du tout l'histoire juive et bien sûr n'ont aucun intérêt envers l'État d'Israël. Et donc ce sont des statistiques très faibles, mais néanmoins ces personnes ont une origine juive, on ne peut pas le nier. Donc je pense qu'il serait bien de les considérer comme partie d'un agrégat plus complexe, mais sans oublier la distinction entre ceux qui se considèrent juifs ou sont juifs à tout effet et ceux qui ne le se considèrent pas. Alors on est arrivé aujourd'hui, Sergio Della Pergola, au phénomène que c'est en Israël désormais qu'il y a le plus de juifs dans le monde, ce qui n'a pas toujours été le cas. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est important d'un point de vue démographique? À mon avis, c'est tout à fait vrai et aussi tout à fait important. La communauté juive israélienne, elle est nettement la plus nombreuse au monde. Elle s'accroît d'ailleurs avec un rythme d'au moins 100 000 personnes ou plus annuellement, sans compter l'immigration. L'immigration, de son côté, augmente ces dernières années, y incluse la France, la Belgique et d'autres pays francophones. Mais c'est surtout l'accroissement naturel, ce qui conduit à l'accroissement assez rapide de la population juive en Israël. De ce fait, Israël étant la communauté la plus importante, la plus nombreuse du monde, à mon avis, elle doit prendre plus de responsabilités face au destin des communautés juives dans les autres pays du monde, du point de vue de l'éducation juive, de leur identité et des liens mutuels. Sergio Della Pergola, si on arrive donc dans quelques années à retrouver le niveau qui était celui donc du nombre de juifs dans le monde d'avant la Shoah, c'est une barrière symbolique importante, c'est quelque chose qui va marquer une étape pour les juifs dans le monde?
Oui, tout à fait vrai, et ceci est possible, mais ceci est possible en perspective. Et une récente projection qui a été effectuée par l'Institut Pew de Washington et qui confirme des prévisions qui avaient été effectuées à l'Université hébraïque de Jérusalem il y a quelques années, nous donne en effet l'espoir, la possibilité que vers l'année 2050, la population juive mondiale pourrait en revenir aux chiffres d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, aux années 50, donc c'est une distance de 30-35 ans. Ceci est possible, sauf bien sûr qu'il y ait des changements dramatiques dans les tendances, soit de la population juive, soit de la population mondiale, dans le sens plus général. Merci pour cet éclairage, Sergio de la Pergola. Je rappelle que vous êtes démographe, donc merci pour ce témoignage depuis Jérusalem à propos donc de ces études sur le nombre de juifs à travers le monde. Merci à vous. Bonne soirée. Alors pour illustrer justement ce dont on vient de parler et le caractère hétérogène justement de ceux qui sont considérés comme des juifs à part entière aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de cette famille qui est originaire de Chine, qui s'est retrouvée aux États-Unis et puis à présent en Israël. C'est un reportage signé Elsa Mimoun. Dans la famille Ginshin, alias Friedman, je voudrais le père Yaakov, la mère Eliana, les deux petites jumelles Yael et Tehila et la grande sœur Abigail. Parents et enfants viennent tout juste de s'installer en Israël, la fin d'une longue quête spirituelle. J'ai immigré de Chine pour poursuivre mes études aux États-Unis et là-bas, j'ai commencé à apprendre ce qu'était le judaïsme. J'étais timide pour aller frapper à la porte d'un rabbin. J'ai étudié par moi-même au début, en lisant des livres sur la pensée juive et philosophique. Ma femme étudiait avec moi aussi. Après cela, j'ai trouvé un rabbin qui m'a aidé. Et on a commencé officiellement notre conversion. Une découverte du judaïsme qui s'est poursuivie par l'éducation des enfants. Abigail passait à l'école primaire. Nous voulions l'envoyer à l'école juive, mais elle se situait à plus d'1 heure de route. On a donc pensé à déménager d'abord à Cleveland, car il y a une très grande communauté. Mais nous nous sommes dit, si nous devons partir, pourquoi pas déménager en Israël? Car nous sommes juifs, c'est juste ce que nous voulons. Depuis un mois dans le pays, les Friedman ont choisi comme point de départ de leur vie israélienne Pardes Rana, une ville située dans le nord. Les gens ici sont très chaleureux, chauds, comme la météo. Ils se montrent très curieux à propos de mon histoire. Je me sens super bien, peu importe si nous les connaissons, les gens, tout le monde essaie de nous aider. Je trouve ça incroyable. Une nouvelle langue, une nouvelle culture, c'est presque du déjà-vu pour ce couple puisque chacun avait grandi et étudié en Chine avant de se rencontrer aux États-Unis. C'est un vrai challenge d'apprendre l'hébreu. Mais venir dans un nouveau pays, je l'ai déjà fait et je n'ai pas peur de cela. Déménager dans un nouveau pays, explorer une nouvelle culture. Ici, c'est notre maison où on doit vivre. Pour moi, apprendre l'hébreu, c'est compliqué avec la prononciation, la grammaire, la conjugaison. Ils ont différents types pour le masculin, le féminin. En chinois, il n'y a pas ce genre de choses, en anglais non plus. Donc maintenant, c'est un challenge car j'adore Israël, je veux prendre part à la société de manière active et je ne veux pas juste que les gens m'aident, je veux apporter ma contribution. Et ce couple peut bénéficier du soutien entier de leurs parents, rester en Chine, une décision courageuse et le début d'une nouvelle aventure. Alors justement, ceux qui viennent habiter en Israël et qui viennent des États-Unis, eh bien, amènent avec eux leur culture et leur sport favori, le football américain. C'est un sport qui s'exporte très peu, mais en Israël, grâce justement à ces Juifs venus des États-Unis, eh bien, on a réussi à créer un embryon de championnat soutenu par un parrain de taille, puisqu'il s'agit du propriétaire du club des New England Patriots, plusieurs fois champion de NFL. C'est un reportage de Merav Savir avec Mathieu Tobman. Le patron des New England Patriots est venu visiter Israël avec une vingtaine de joueurs. Robert Kraft est connu pour être un grand supporter d'Israël. Il finance d'ailleurs depuis 10 ans la Ligue de football américain. Quand je regarde derrière moi et que je constate l'évolution depuis 2 décennies, c'est super de les voir jouer de mieux en mieux. C'est l'ambassadeur d'Israël à Washington, Ron Dermer, qui a sponsorisé ce voyage en invitant Robert Kraft et 19 joueurs figurant au Hall of Fame, ainsi que James Brown, commentateur célèbre de football américain pour la chaîne CBS. Le voyage incluait des visites, des cérémonies
mais surtout un match de prestige face à la sélection nationale israélienne. Et les joueurs israéliens ont même réussi à impressionner l'expert en football, James Brown. Tout d'abord, j'adore leur passion, leur ténacité et leur volonté d'apprendre. Ils ont tout fait pour apprendre le plus possible des joueurs qui sont venus à leur rencontre. N'importe quel petit détail. Ils le prenaient pour faire d'eux des meilleurs joueurs de football. Il y a aujourd'hui 500 joueurs dans la Ligue de football américain en Israël et 500 autres dans la Ligue des lycées. Et enfin, 1000 joueurs dans celle de flag football, une variante de ce jeu sans contact qui accueille une équipe féminine. C'est une belle opportunité et une bonne exposition médiatique pour la Ligue et pour le football américain en général et en Israël. La Ligue de football américain accueille très peu de joueurs étrangers, mais Robert Kraft rêve de pouvoir un jour faire signer des joueurs israéliens. J'espère pouvoir faire signer un kicker ou pourquoi pas un receveur. Nous verrons, mais c'est mon rêve qu'un joueur israélien vienne porter nos couleurs. Malgré l'enthousiasme, d'autres pensent qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a encore beaucoup de travail à faire. L'entraînement est l'une de nos préoccupations principales. Il y a beaucoup de techniques en football américain. Malgré le niveau encore faible du football américain en Israël, nul doute que cette visite a nourri les rêves de nombreux joueurs. Voilà, puisqu'on est dans le sport, on va en profiter pour vous donner des nouvelles de Wimbledon avec d'abord quelques résultats du jour et le Français Gilles Simon, très à l'aise sur herbe depuis le début de la saison sur gazon, qui s'est qualifié et il affrontera au tour suivant un autre Français, Gaël Monfils, qui est son partenaire d'entraînement. Ce sera donc un duel fratricide particulièrement serré. Federer, lui, n'a pas traîné non plus. Il s'est qualifié très facilement face à l'Américain Querrey en réussissant plusieurs coups exceptionnels comme celui que vous venez de voir à l'instant. Federer qui ne va pas traîner sur le court, vous allez voir, puisqu'il va s'imposer donc en 3-7, 6-2 dans la troisième manche. Ça ne se passe pas bien en revanche actuellement pour Nadal, qui est mené en ce moment même par l'Allemand Brown. 3-2 avec service à suivre pour l'Allemand et 2-7-1. Ça veut dire que Rafael Nadal est actuellement au bord de l'élimination. Et puis on vous montre également l'un des exploits du jour. C'est le Géorgien Basilashvili qui l'a réalisé en sortant la tête de série numéro 15, l'Espagnol Feliciano Lopez. Voilà un Géorgien parfaitement inconnu qui s'est qualifié en 5-7, donc en battant l'Espagnol Feliciano Lopez. Et puis Berdych, lui, a sorti l'un des Français spécialistes du gazon, le vétéran Nicolas Mahut. Victoire très facile pour le Tchèque Thomas Berdych en 3-7 également. Voilà pour les principaux résultats de cette journée. Murray, notez-le également, s'est qualifié sur le gazon pour le troisième tour de ce tournoi du Grand Chelem. Dans un instant, c'est l'actualité qui revient. Le nouveau journal complet présenté par Elsa Mimoun. Bonne soirée.